Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. Je vous informe que l'intégralité de cette séance publique est retransmise en direct sur la chaîne Monaco Info. Les téléspectateurs pourront d'ailleurs assister aux motivations de vote des conseillers nationaux et ensuite au vote de cette loi de budget primitif 2014. Nous allons tout de suite passer aux explications de vote des conseillers nationaux avant de procéder au vote de cette loi. Chers collègues, je vous rappelle que vous avez chacun 3 minutes pour ces explications de vote et je vous serai très reconnaissant de respecter le temps de parole. Traditionnellement, c'est le rapporteur de la Commission des finances qui ouvre ces explications de vote. Donc, Monsieur Burini, vous avez la parole et je vous demande de lever la main pour ceux qui souhaitent la prendre ensuite. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ces 3 soirées de débat budgétaire m'ont fait prendre conscience qu'au moment de l'élaboration de ce budget primitif 2014, le gouvernement lui-même n'avait pas une totale connaissance des informations que nous étions en droit d'attendre afin de nous prononcer en toute conscience sur des lignes budgétaires ou sur des programmes d'équipement figurant au triennal. Le rapport de la Commission des finances faisait référence à ces carences informatives. Je veux parler notamment du budget prévisionnel du Yacht Club, du projet Testimonio 2, de la problématique des droits à bâtir, de la volumétrie définitive de l'opération domaniale L'Angelin et bien sûr de l'extension en mer de notre territoire. Sur ces questions, comme sur d'autres, des réponses furent soit apportées sur le siège, soit feront l'objet de réunions en commission plénière d'études au cours des mois à venir selon un calendrier envoyé un jour avant le début de ces séances publiques par le gouvernement. Cette méthode de travail ne saurait perdurer. J'engage donc le gouvernement à bien définir les contours économiques et juridiques des opérations inscrites au budget avant qu'elles soient soumises au vote de notre Assemblée. Ces dysfonctionnements sont perçus par le Conseil national comme un manquement grave dans le cadre de notre relation institutionnelle et comme autant d'obstacles à notre prise de décision. Cependant, dès le début de ces débats, Monsieur le ministre, par la réponse que vous avez apportée au rapport de la Commission des finances et suite à nos échanges, j'ai eu le sentiment d'une volonté de travailler ensemble, d'écoute sur les sujets essentiels et d'un accord sur nos priorités communes, à savoir finances publiques saines avec retour à l'équilibre, politique d'investissement structurant pour le pays, avenir de la SBM, approche pragmatique et solutions innovantes pour le logement des Monégasques, sanctuarisation d'au moins 2 années de budget dans la partie liquide du Fonds de réserve constitutionnel. Je serai extrêmement attentif à tous ces points tout au long de mon mandat. J'encourage le gouvernement à faire également preuve d'innovation en matière de recettes nouvelles, à faire preuve de clairvoyance quand il doit augmenter son périmètre d'action et enfin de courage politique en arbitrant ses dépenses d'intervention publique au profit d'organisations d'événements véritablement porteurs pour Monaco. Je vais voter en faveur de ce budget et mettre ma confiance à la disposition du gouvernement. Vous pourrez ainsi en disposer pendant 10 mois. C'est un contrat moral que je passe ce soir avec vous, Monsieur le ministre. Nos garanties auront pour socle la franchise réciproque et la tenue de nos obligations communes dans le cadre de nos prérogatives respectives. Merci. Merci, Monsieur Burini. La parole est à Monsieur Cuqui. Après, j'ai Monsieur Robillon et... Je vous en prie, Monsieur Cuqui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Comme vous le savez, le logement des Monégasques constitue une priorité majeure de la majorité du Conseil national. C'est pourquoi elle engage notre appréciation globale du projet de budget primitif 2014 que le gouvernement nous a présenté. À cet égard, j'avais, avant le début de ces débats budgétaires, exprimé publiquement mon sentiment. En cela, Monsieur le Ministre, considérant vos premières amours, je pense que vous avez apprécié à quel point j'ai su être un bon élève, appliquant une méthode apprise du gouvernement, l'information du partenaire institutionnel par voie de presse. Ma position était donc connue de tous. Un vote négatif si vous vous refusiez à poursuivre l'effort que nous avions engagé ensemble
au budget rectificatif 2013. Aussi vous ai-je prié, dès l'ouverture de ces séances publiques, de savoir écouter les demandes et propositions de la représentation nationale visant à sortir la problématique du logement d'une logique purement comptable et à court terme, en s'engageant dans une démarche qualitative et une vision à long terme. Au-delà des chiffres et surtout de leurs projections sur lesquelles nous ne sommes pas encore d'accord, j'ai bien noté que vous vous êtes accordé sur la nécessité d'évolution des critères d'attribution, sur la mise en place d'une prime à la mobilité dans les domaines, sur la construction d'immeubles et d'appartements mieux optimisés et surtout sur le besoin de se doter d'une réserve foncière domaniale permettant de réaliser les reconstructions des immeubles de première génération ainsi que des opérations de remembrement indispensables pour assurer notre croissance future. Pourquoi alors, Monsieur le Ministre, étant aujourd'hui persuadé du caractère indispensable de cette réserve foncière, qui, rappelons-le, n'a pas été prévue dans l'étude de l'INSEE, perdre une année en attendant la commission d'attribution de la Tour Odéon pour prendre les mesures qui s'imposent? Même si j'accueille avec satisfaction l'augmentation d'envergure de l'opération Angelin, où nous avons su vous convaincre de réaliser une construction en limite IGH afin de livrer une vingtaine d'appartements supplémentaires, je ne peux me résoudre à ce qu'on ne fasse rien pour les années 2015, 2016, 2017, voire 2018, durant lesquelles aucun nouvel appartement ne sera proposé à nos compatriotes qui en auront besoin. Monsieur le ministre, j'accueille avec satisfaction le fait que vous ayez fait une partie du chemin. Entendre, c'est commencer à comprendre. Je vais m'employer dès janvier prochain à essayer de vous convaincre de faire le pas de plus qui permettrait à nos compatriotes d'être assurés que le logement ne sera plus un problème récurrent et à moi-même de voter sereinement le budget rectificatif 2014. Monsieur le ministre, veuillez voir à mon abstention sur cette loi de budget primitif 2014 un gage de bonne volonté et d'optimisme pour les mois à venir. Merci, Monsieur Cuqui. La parole est à Monsieur Robillon. Merci beaucoup. Marc Burini précisait fort justement qu'un budget n'est pas obligatoirement une suite de lignes et de chiffres. Je partage cet avis. Le budget primitif de l'État est une traduction, une projection du mode de vie d'un pays sur l'année qui vient et, avec le programme triennal, à moyen terme. Mes remarques liminaires s'inscrivent donc dans cette perspective de vie commune en principauté pour les années à venir, au-delà de la loi de budget 2014, à la loi fondamentale de notre État, je veux parler de la Constitution. D'aucuns ont déjà commencé à gloser sur mes interventions. Je l'affirme, avec mes amis Grinda et Pasquier, la position explicitée lundi n'est pas l'expression d'une déception après la défaite électorale. 10 mois ont passé, il faut prendre du recul et se projeter en avant. J'assume, et avec mes amis, nous assumons pleinement nos actions et pleinement nos échecs. Mon propos virulent de lundi se voulait une mise en garde, une proposition de corriger une mauvaise trajectoire pour notre avenir politique, l'avenir de notre pays au sens plus large. J'ai eu l'honneur et la chance de vivre les cérémonies du centenaire de notre Constitution l'an passé à pareille époque. Ce texte fondamental et subtil a été marqué sous le sceau de l'équilibre des pouvoirs, sous la direction de notre prince. Ce texte est fondamental, et il est fondamental de le respecter dans la lettre et dans l'esprit. Aux remarques et aux affirmations faites il y a 4 jours, je n'ai obtenu pour l'instant qu'une dénégation simple du ministre d'État sans conviction. J'irai plus loin. Si le soutien d'un gouvernement ou d'un de ses membres se solde par un échec de ses manœuvres et que sa liste favorite n'est pas élue, que doit-il se passer vis-à-vis de ce gouvernement ou de ce membre de gouvernement? Je vous laisse imaginer. Sous notre Constitution, l'absence de responsabilité du gouvernement ou d'une de ses parties devant le Parlement n'existe qu'en cas de respect strict de la différence du mode de nomination et d'élection respective. J'ai attiré notre attention collective sur le fait que la négligence du gouvernement conduit, si elle n'est pas critiquée et corrigée, à un changement total de nos institutions. Il faut en tirer les conséquences. Il faut protéger nos institutions, au premier rang desquelles notre prince, puisque le gouvernement princier ne fait qu'agir sous ses ordres. Le gouvernement doit veiller à ne pas l'exposer à la boue des tranchées politiciennes. Le budget n'est donc pas une série de chiffres et de lignes. Le tour que prend notre vie commune ne me convient pas. Je vote négativement pour cette loi de budget. Merci.
Je vous remercie, Monsieur Roubillon. La parole est à Madame Rossi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues, chers compatriotes. Lors du budget rectificatif 2013, je me suis abstenue lors du vote. Je trouvais que les informations dont nous étions destinataires n'étaient pas suffisamment claires et la situation m'obligeait donc à rester dans l'attente. J'ai donc attendu, avec beaucoup d'espoir, ce budget primitif 2014 et force est de constater certaines avancées et quelques améliorations. Avant de vous faire part de mon vote, je voudrais tout de même vous dire, devant les monégasques que les conseillers nationaux représentent, que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne considère toujours pas le Conseil national comme un partenaire naturel et incontournable. Je vous le livre tel que je le ressens et j'espère que ce sentiment s'estompera durant ce mandat. Durant ce mandat, par ailleurs, j'espère que nous pourrons, sinon inaugurer, au moins voir, sortir de terre, le nouveau collège Charles III. J'attends donc que le gouvernement transforme ses intentions en actes et je veux croire que les 3 jours de débat qui ont lieu porteront leurs fruits dans les prochains mois. Aussi, comme je suis de nature optimiste, je prends le parti de vous faire confiance et je voterai ce soir ce budget primitif 2014. Cependant, j'attends que des signaux forts soient visibles d'ici le mois d'octobre prochain. Si je constatais alors que ce n'était pas le cas, je n'hésiterai pas, le cas échéant, à voter contre le budget rectificatif 2014. Je vous remercie. Merci, Madame Rossi. La parole est à Monsieur Héléna. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues monégasques, Renaissance a décidé d'adopter une position attentiste durant ces 3 jours, ou plutôt ces 3 longues nuits de débat sur le budget primitif 2014. Nous avons choisi d'écouter, de réfléchir et d'analyser. Aujourd'hui, Renaissance est inquiet. Inquiet sur le logement des monégasques et trouve inadmissible qu'il y ait 2 entrées distinctes à la Tour Odéon, une pour les monégasques et l'autre pour les résidents plus fortunés. Inquiet sur le flou qui règne sur le projet d'extension en mer. Inquiet sur le financement des travaux de la SBM. Inquiet sur l'impact que ces travaux vont engendrer sur la clientèle du casino et du carré d'or. Inquiet sur la tournure que prend la réforme des jeux de table. Monsieur le ministre, il est hors de question de sacrifier les générations futures de monégasques. Inquiet et ne comprend toujours pas comment peut-on vouloir relancer les jeux sans remettre des tables de jeu au Café de Paris. Et puis, Renaissance est triste. Triste de la direction qu'est en train de prendre la future loi sur le patrimoine. Nous ne voulons pas que notre ADN soit génétiquement modifié. Triste pour la future loi électorale. Nous avons compris, rien ne va changer aussi peu. Monsieur le Président, Renaissance est fier. Fier d'avoir déposé sa première proposition de loi sur la réglementation du travail de nuit. Nous souhaitons, comme tous les salariés concernés, que cette proposition soit étudiée rapidement. Monsieur le ministre, ce soir, Renaissance va voter son premier budget rectificatif de son histoire. Et Renaissance a décidé de vous faire confiance. Mais comptez sur nous pour rester vigilants à l'évolution de ces dossiers. Je vous remercie. Merci, Monsieur Héléna. La parole est à Monsieur Robineau. Et après, je n'ai plus de tour de parole pour ceux qui souhaitent prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, à l'occasion des débats de ce premier budget primitif de notre mandature, je dois dire que je suis plutôt, dans l'ensemble, satisfait de la façon dont ceux-ci se sont déroulés. Je dois dire à titre personnel que j'apprécie, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers, la franchise avec laquelle vous nous avez répondu sur certains sujets. Ainsi que nous vous l'avions demandé, vous nous avez laissé entrevoir dans un certain nombre de domaines des pistes de réflexion, voire même des ébauches de solutions, comme par exemple dans la façon dont on pourrait optimiser la gestion du fonds de réserve constitutionnel, reconnaissant même que les études que vous avez mandatées sur ce sujet rejoignent nombre de nos propositions. Par contre, concernant le projet de la future extension en mer ou de la SBM,
Nous en avons longuement débattu, je suis loin d'être convaincu. Nous aurons l'occasion, le moment venu, d'en reparler. S'il est un domaine qui préoccupe particulièrement les monégasques et les élus de la majorité, c'est celui du logement. C'est un problème manifestement complexe, comme en témoignent les différentes interprétations qui ont pu être données par les uns et par les autres suite aux résultats de l'étude de l'INSEE et des 2 dernières commissions d'attribution. À mon sens, si on s'en tient au programme de livraison actuel et même en tenant compte des appartements de récupération, je crains que nous ne puissions faire face à la demande. Vous-même, Monsieur le ministre, vous évoquez dans votre réponse au rapport de la Commission des finances et de l'économie nationale l'absence de livraison de logements neufs pour les années 2015 à 2018 et évoquez la possibilité d'envisager une ou plusieurs opérations intermédiaires de plus faible ampleur pour compléter le programme avant la livraison des opérations L'Angelin et Testimoniaux 2, mais malheureusement seulement après la livraison de la tour Odéon. Je crains qu'il ne soit alors déjà trop tard, et il n'est pas question de prendre ce risque. C'est pour cette raison que, dépositaire de la confiance et des attentes des monégasques, je m'abstiendrai pour le vote de ce budget. Je vous remercie, Monsieur Robineau. La parole est à Madame Rogueignon-Vernin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers, chers collègues, vous l'aurez compris, les points sur lesquels je fonde mon engagement politique sont les axes forts du projet de la majorité Horizon Monaco. Cette majorité a mis l'accent sur des dossiers précis, sans oublier les fondamentaux qui fondent l'union nationale pour les monégasques que nous avons voulu leur proposer, dans la recherche de l'équilibre budgétaire, le développement économique et le respect de la nature de notre fonds de réserve, la prévision suffisante de logements pour les monégasques et d'un projet mixte incluant les enfants du pays, une coopération transfrontalière permettant de traiter rapidement les problèmes de circulation et d'accès à Monaco. Je pourrais parler de bien d'autres sujets qui constituent le pacte que nous avons passé avec les monégasques en février dernier. Mais revenons à ce qui nous intéresse ce soir. Notre budget est présenté en léger déficit et je sais que la présentation tient ici un rôle stratégique que j'appuie pour encourager la politique d'attractivité de la principauté. Nous savons que le résultat final ne pourra être que meilleur et que ce sera sans doute un équilibre retrouvé. La conjoncture nous mènera bientôt, je l'espère, sur le chemin de l'excédent. Et pour accompagner cette démarche et pérenniser notre modèle économique et social avancé, il faudra bien sûr développer nos recettes de façon très significative. Je vais voter ce budget en espérant nous retrouver au rectificatif avec des annonces fortes de prise en compte de nos demandes. La prise en compte, pour moi, c'est l'inscription budgétaire qui engage le gouvernement à agir. Dès lors, on pourra attendre en toute cohérence des concrétisations plus importantes, je l'espère, au budget primitif suivant, celui de 2015. Et plus particulièrement sur les points qui me tiennent à cœur. Les projets d'investissement pour les travaux de circulation sont dans les cartons et ne sont ni prévus ni inscrits. Des sorties de gare au parking de dissuasion ou de stockage quotidien de véhicules, rien n'est aujourd'hui budgété. Je vous encourage enfin, par mon vote en faveur de ce budget primitif 2014, à accentuer votre politique d'investissement pour revenir aux fameux tiers réellement dépensés en équipements et grands travaux. Ces dépenses d'infrastructures, de logements domaniaux, d'amélioration de notre qualité de vie sont des dépenses socialement responsables. En ce sens, elles sont durables et permettent de préparer l'avenir. Et comme le dit la formule, gouverner, c'est prévoir. Merci, Madame Rogueignon-Vernin. La parole est à Monsieur Poirier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur... Ah, pardon. Monsieur Poirier. Monsieur Poirier. Je vous en prie, Monsieur Poirier. Donc, par contre, là, c'est moi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Boéry. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues, je l'évoquais dans ma déclaration de politique générale lundi soir, premier budget de la majorité Horizon, point de départ des actions que nous souhaitons mener pour le pays, de concert entre nos deux institutions. De ces 3 jours de débat, la première chose que je voudrais évoquer est ce sentiment que quelque chose s'est passé. Il me semble, et j'espère ne pas me tromper, que nous avons construit des liens entre nos deux institutions, que nous arrivons à partager davantage, à s'écouter, j'espère à se comprendre.
J'en veux pour exemple le logement, avec tout de même beaucoup d'avancées en moins d'un an, notamment la Villa Langelin, le Fonds pour la mobilité, et aussi la prise en compte de nos demandes, certes insistantes, d'étudier toute opportunité qui se présenterait à nous pour construire de nouvelles opérations immobilières, même de petite taille. Autre bonne nouvelle, c'est aussi la volonté de plus de partage et de travail en amont entre nos deux institutions. Le calendrier de la rentrée va être chargé, mais je ne vais pas m'en plaindre, c'est à ce prix que nous allons pouvoir concrétiser des sujets importants pour Monaco. Pour ce qui est de la SBM, et plus particulièrement du domaine de l'emploi dans cette société, je note là-haut encore un dialogue renoué avec la direction, un engagement à lancer une école de jeu en 2014, la mise en place de cycles de formation dans tous les secteurs. J'espère que nous vous avons convaincus au cours de ces 3 jours de la création d'un vivier pour permettre aux Monégasques d'accéder à tous les postes à responsabilité de la société, quelle que soit l'activité, jeux, hôtellerie, administration. Actionnaire de référence, il vous faudra à présent piloter l'avancement et la réalisation de ces objectifs, et plus particulièrement ceux concernant la relance des jeux. Je voudrais vous assurer, Monsieur le ministre, de ma volonté du parler vrai et de l'engagement au sein du pays. Au service du pays, excusez-moi. La maxime pourrait être « on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit ». Là était le sens, par exemple, de mes interventions concernant la formule parking-bus, mais cela ne sera pas de l'acharnement. Je considère vous avoir alerté à de nombreuses reprises, j'en tire les leçons. Pour autant, pour être tout à fait honnête, mon constat ne doit pas oublier certains domaines qui mériteraient, à mon sens, d'être étudiés différemment dans un schéma stratégique global et une vision pour le pays. Je ne citerai que l'extension en mer, la politique de transport incluant les infrastructures ou la politique du logement, tous secteurs confondus. Et même si j'ai bien senti votre bonne volonté, mesdames et messieurs du gouvernement, il faudra passer très rapidement aux actes, choisir des priorités, mettre des moyens et finir les chantiers. Cela concernera tous les grands chantiers, dont le port particulièrement, optimiser le parc domanial nous permettant de lancer des opérations de rénovation des premières réalisations comme l'Herculis, le Bel Air ou les Caroubiers. Il y a encore trop de dossiers à l'étude ou des études qui durent trop longtemps. C'est finalement une perte d'efficacité, cela coûte cher en temps et en budget. Au final, à la veille des fêtes de fin d'année, mon appréciation globale sera résultat encourageant, peut mieux faire. Je m'abstiens donc sur le vote de ce budget primitif 2014, vous donnant rendez-vous au budget rectificatif et en espérant pouvoir vous dire à ce moment-là, bon travail, satisfait des résultats obtenus. Merci. Monsieur. La parole est à Madame Amorati Blanc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est à l'étude, c'est ce que vient de dire mon collègue Thierry Poyer. Voici le maître mot de ces débats qui se sont achevés hier. Hier soir, à la conclusion de ces 3 soirées de séances publiques, je me suis posé la question de savoir si mon vote devait lui aussi être à l'étude. Alors j'ai étudié la question et je vais voter ce budget primitif 2014 parce que j'estime que l'Assemblée est en mesure de vous adresser un oui mais. Oui mais, nous souhaitons des éléments tangibles sur la gestion de l'avant-port et sur le plan de gestion du nouveau Yacht Club. Oui mais, je demande moi aussi au gouvernement de revenir vers nous rapidement avec une nouvelle opération domaniale et de transformer l'essai en ce qui concerne les quelques petites opérations que vous avez là aussi dans votre tiroir. N'attendez pas 1 an pour le faire. Je voterai oui pour accompagner la dimension sociale de l'action du gouvernement et pour appuyer les crédits alloués à la prise en charge des personnes âgées, aux prestations sociales dans leur ensemble et pour permettre désormais dans ce domaine aussi d'avoir une vision prospective. À propos de vision, je mettrai un gros bémol à ces oui successifs. Ce bémol, c'est le flou total que constitue le dossier de l'extension en mer. C'est toujours la même histoire. Et à la fin, nous aurons peut-être une loi de désaffectation. Car depuis notre élection, le ministre d'État nous parle du pas vers l'autre. Alors pour cela, il faut que la Haute Assemblée soit mise dans la boucle le plus rapidement et le plus souvent possible. Il est temps de réaliser réellement ce pas vers l'autre. Je voterai donc oui, malgré cette remarque que je veux forte. Mais je vous donne moi aussi rendez-vous au budget rectificatif, car il est clair que si à ce moment-là, les essais dont vous nous avez parlé durant cette semaine intense, sur de nombreux sujets qui tiennent à cœur la majorité du Conseil national, ne sont pas transformés, alors je n'hésiterai pas à voter contre, sans passer par la case abstention. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Daniel Boéry.
Ah non, c'est bien moi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers, mes chers collègues, chers amis. Au moment de voter ce budget primitif, le premier de ma mandature et de la mandature, je suis en pleine interrogation. Dois-je utiliser ma raison ou laisser ma place à mon cœur et mes émotions? Rassurez-vous, je ne serai pas comme l'âne de Buridon, qui est mort de faim et de soif, fort de savoir choisir entre manger et boire. Si je me fie à ma raison, je me livre aux fameuses SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, alors il y a à redire. D'abord au plan politique. Monsieur le ministre, j'ai entendu votre propos constitutionnel au sujet du rôle de la Haute Assemblée et du gouvernement. Comme mes amis, j'adhère totalement à notre monarchie constitutionnelle, c'est notre loi, c'est notre droit, mais c'est surtout ma conviction. Là n'est pas la question. Mais en conséquence, le gouvernement ne veut pas suivre le programme électoral de la majorité élue. Cette position, poussée à l'extrême, est forte de café. Ainsi, et c'est d'ailleurs ce que je crains, la majorité nouvelle ou non, le gouvernement poursuit sa route, comme d'autres poursuivent leur chemin. Notre Haute Assemblée en serait réduite à débattre dans un verre d'eau, comme d'autres, dans la tempête. Un budget serait monocolore, celui du gouvernement, quel que soit le vote des monégasques, le chien aboie, les caravanes passent. Par ailleurs, nous avons besoin d'optimisation. J'ai le sentiment qu'on peut faire beaucoup mieux avec les mêmes moyens. Le choc de simplification de la méthode budgétaire qui permettrait de se consacrer à l'essentiel, optimisé. Formuler des enjeux, faute de mentionner des objectifs tabous, le mot est tabou. En conséquence, dessiner une vision ou changer l'ordre. Une vision, des enjeux et une optimisation. Pour faire court, il y a également les incertitudes graves concernant l'extension amère, l'évolution de la SBM, le yacht club, le logement. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Et puis, il y a la place pour les émotions et mon cœur. Ne pas voter le budget de la mandature serait un choc. Par ailleurs, il y a des avancées certaines. Le logement avec l'Angelin et son extension, la transformation des appartements non adaptés en bureaux commerciaux, le plan culture, et oui, qui n'est plus tabou. Même avec une retenue, un petit pas vers la nuit blanche, et il y a de l'espoir. Même si ce n'est qu'un prémisse d'idées, un œil s'ouvre pour la possibilité de créer un étage même supplémentaire à l'école supérieure d'art plastique. Le budget, globalement, est équilibré et montre que Monaco va bien dans un environnement détestable. Alors ce soir, je suis optimiste, mais serai vigilant. Et pour la suite, je voterai donc le budget de cette année. Merci, M. Boéry. La parole est à M. Ficini. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le Conseiller, mes chers collègues, chers compatriotes. Ce premier budget de la nouvelle mandature, comme l'a souligné notre rapporteur, est d'abord un budget de transition pour préparer l'avenir de Monaco et des Monégasques. Pour cela, la méthode de travail entre le nouveau Conseil national et le gouvernement a changé, et les résultats nous donnent raison. Tout n'est certes pas encore parfait, mais au vu des avancées obtenues, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance. Monsieur le ministre, nous avons encore beaucoup de points à améliorer dans nos rapports, notamment sur les dossiers essentiels qui concernent notre pays et pour lesquels la Haute Assemblée est en manque d'informations essentielles qu'elle est en droit de disposer. Mais sur d'autres dossiers, nous avançons, comme la rentabilité de notre fonds de réserve constitutionnel et aussi la rénovation de nombreux ouvrages publics comme le port, le Stade Louis II, le Larvoto, la rue Caroline, l'héliport, ce qui nous a permis de redynamiser le budget des investissements de l'État. Mais aussi, comment ne pas nous réjouir d'avoir obtenu pour nos compatriotes et l'opération Angelin, laquelle, en quelques semaines, grâce aux efforts conjugués de nos deux institutions, est passée de 115 à 135 logements, et aussi une ligne budgétaire conséquente de 14 millions d'euros inscrite au primitif pour le redémarrage de l'opération Testimonial 2. Ce budget de transition, comme je le disais, s'il affiche un déficit à minima d'une vingtaine de millions d'euros, contient, je le rappelle, une ligne budgétaire de 40 millions d'euros représentant la provision annuelle pour la construction du futur hôpital. Les prévisions des contributions étant relativement prudentes, notamment sur la Tour Odéon, on peut légitimement être optimiste
de penser que ce budget sera excédentaire à sa clôture. Je vais voter ce budget, Monsieur le ministre, mais l'histoire ne fait que commencer, car nous vous attendons déjà au rectificatif 2014. Mais en 2015, Monsieur le ministre, il vous faudra passer la vitesse supérieure et passer de la transition à l'ambition, notamment sur les grands dossiers déjà évoqués. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ficini. La parole est à Madame Lavagna. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. Voter le budget est un moment décisif dans la vie d'un État. Il s'agit en effet d'engager l'argent public au service du bien public. Cela engage donc de l'argent, mais également une finalité. Bien évidemment, pour adopter ces moyens, il faut être d'accord sur la finalité, c'est-à-dire sur les valeurs. Ces valeurs sur lesquelles nous nous sommes engagés sont le respect de nos institutions, d'où découle à mon sens l'intérêt de Monaco et des Monégasques. En ce qui concerne le Conseil national co-législateur, et plus particulièrement du point de vue de la commission législation que j'ai l'honneur de présider, je ne peux que répéter que nous avons travaillé sur de nombreux textes, aujourd'hui votés, et avons d'ores et déjà entrepris d'autres travaux dans un souci d'amélioration de notre sécurité juridique, tout en s'adaptant à notre monde actuel, le fil conducteur demeurant toujours le respect de nos institutions, que je crois nous avons respecté dans un dialogue permanent sur l'ensemble de ces textes. À l'issue de l'examen du budget primitif 2014, force est de constater qu'en dépit des turbulences économiques actuelles, Monaco tient bon la barre. Bien évidemment, convenir de ce que nous tenons bien le cap ne consiste pas à se voiler la face en prétendant que nous vivons dans un monde idéal. Bien sûr, le logement des Monégasques dans leur pays reste un sujet à l'ordre du jour au regard des carences constatées. Bien sûr aussi, la priorité d'emploi pour la minorité que nous sommes dans notre pays reste un sujet en alerte. Je tiens cependant à souligner que cela n'est pas une attitude de fermeture, notre pays ayant fait ses preuves en matière d'accueil, des compétences et d'amis voisins et étrangers. Le respect de la priorité nationale dans un pays où nous sommes très minoritaires dans notre pays est une question de logique, de bon sens, voire de survie. Notre pays, en effet, vous en conviendrez, est grand par son histoire, par ses institutions, par sa constance, mais petit par sa taille et par sa population. Il me semble que pour aller de l'avant, nous avons besoin de nous faire confiance. Je voterai donc pour la confiance et la mise en pratique des mesures annoncées qui, je l'espère, seront suivies d'actes qui les concrétiseront. Mon vote favorable tient à ce que je veux croire que les paroles seront suivies d'actes, même si un certain nombre d'entre nous, et je les comprends, ne sont pas aussi convaincus que moi. Je vote donc pour le budget primitif 2014, pour le maintien de notre modèle économique et social qui, tout en s'adaptant à notre monde actuel, tient compte de nos repères, de nos valeurs, de notre identité et donc de nos institutions. Je vous remercie. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Crovetto. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, mes chers collègues, je vais conclure mon intervention de politique générale en indiquant que le sens de mon vote pour ce budget primitif dépendrait essentiellement des réponses et des engagements du gouvernement en matière de logement. Aux multiples questions posées, nous avons eu finalement peu de réponses et d'engagements concrets. S'il y a eu des avancées, comme pour les 3 étages supplémentaires pour l'Angelin et la confirmation de sa date de livraison, second semestre 2018, pour le reste, pas grand-chose. On ne peut pas continuer à attendre et à réfléchir. Attendre la commission d'attribution de la Tour Odéon pour décider éventuellement du lancement d'une ou plusieurs petites opérations, mixtes ou publiques, alors que des solutions existent et que l'on sait nous ne disposons pas de réserve foncière et que nous n'aurons pas de livraison d'appartements neufs entre 2015 et 2018. Ce n'est pas acceptable pour nos compatriotes. Attendre que le gouvernement ait fini de réfléchir au budget prévisionnel pour le futur yacht club qui déterminera sa subvention, sans pour autant savoir ce que l'on fera concrètement de ce bâtiment. Attendre pour la circulation que le gouvernement ait fini de constater ce que les Monégasques, résidents et pendulaires, constatent au quotidien depuis des années. Attendre pour la gratuité des bus pour les scolaires que le gouvernement ait trouvé les arguments pour dire non.
Attendre pour l'extension en mer que le lauréat soit choisi pour fournir l'information préalable au Conseil national. Mais dites-moi, je croyais que préalable voulait dire avant. Il ne s'agit pas d'une lubie d'être informé, il s'agit d'un quartier entier, il s'agit de souveraineté, il s'agit de la future loi de désaffectation, il s'agit potentiellement d'engagements financiers colossaux, il s'agit de faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur pour Monaco, il s'agit enfin de respecter les monégasques et leurs élus, quel que soit leur bord. L'unanimité de la Haute Assemblée sur le sujet ne nous a sans doute pas échappé, Monsieur le ministre. Gouverner, c'est prévoir, anticiper et avoir une vision, surtout quand la relative bonne santé de nos finances le permet. Cette vision ne s'est pas toujours retrouvée au cours de ces débats. Cette vision, je l'attends. Aussi, je m'abstiendrai dans l'attente de réponses et d'informations sur un certain nombre de sujets comme l'extension en mer et l'engagement concret de lancer de nouvelles opérations domaniales d'ici le budget rectificatif 2014. Je vous remercie. Merci, M. Crovetto. La parole est à M. Grinda. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'utiliser 30 secondes de mon temps pour répliquer au collègue qui a cru bon de m'interpeller hier soir en mon absence. Je sors de mon texte une seconde pour dire que, bien évidemment, cette intervention que je fais devant vous, je l'ai d'abord lue à mon collègue et je le remercie de son écoute. Et je ne le fais donc pas derrière son dos. Monsieur Boisson, oui, on peut être souriant et ne pas partager votre point de vue. Cela s'appelle la civilité, et voici quelques siècles que cela a fait ses preuves. Par ailleurs, puisque vous êtes rappelé à mon souvenir, vous avez également reproché à mon groupe politique l'autre soir notre action en justice. Mais n'est-ce pas vous qui nous avez montré le chemin en procédant de la sorte, voici 7 ans, à l'encontre de l'actuel président, enfin, du président à cette époque-là, du Conseil national, M. Stéphane Valéry. Je ne crois pas que vous ayez la mémoire courte, les monégasques non plus. Je reviens maintenant au budget. Merci, Monsieur le ministre d'État, merci à tous les conseillers de gouvernement d'avoir répondu dans le détail et dans la mesure du possible à toutes les questions posées. Je n'ai cependant pas été entièrement convaincu et je ne suis certainement pas le seul. Je ne ferai que 3 observations. La première concerne l'augmentation de capital de la SBM dont nous ne savons encore rien de précis, 6 mois après vos déclarations de juin dernier. Ce point est évidemment un enjeu majeur de l'avenir de cette société et donc de notre pays. À titre personnel, je soutiens que le FRC devrait y investir massivement, tant le prix du foncier va croître de façon spectaculaire, sans parler de celui des actions. Pourquoi faire un tel cadeau à d'autres, sauf s'ils apportent une vraie valeur ajoutée dans le secteur du luxe ou de l'hôtellerie? Je suis personnellement inquiet. Deuxième observation. Elle concerne mon souhait qu'en termes d'utilisation des fonds du FRC, celle-ci se fasse en parfait respect des textes constitutionnels. Jusqu'à présent, je trouve qu'on s'affranchit un peu trop facilement des règles et suis persuadé qu'en toute matière, ce n'est pas une bonne chose. C'est d'ailleurs le sens de notre action et de mon engagement personnel. Enfin, j'ai pu exprimer, ici même, publiquement, ma désapprobation du sort fait à la loi sur le handicap avec l'accord du gouvernement. Vous déclarez maintenant, et je l'entends, que ce texte sera prêt d'ici 1 an. Je répondrai 1 an de perdu. C'est toutefois, et je vous l'accorde, mieux que rien, et j'y vois avec satisfaction le succès de la fermeté de notre position. Le rapport de M. Burini sonnait comme un réquisitoire, sauf dans sa conclusion, ainsi que l'a remarqué M. Ritt. Personnellement, je préfère rester cohérent avec moi-même. Pour vivre heureux, vivons debout. Je vote contre. Merci, M. Grinda. La parole est à M. Boisson. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, Monsieur Grinda, bonne fête. Le rapporteur indiquait en conclusion de son rapport que le vote de ce budget passerait d'un budget de transition à un budget d'ambition. Il faudra en 2015 tout autant de volonté et de détermination au gouvernement pour résoudre les interrogations qui demeurent sur les sujets en suspens, afin que nous vous préservions de l'impopularité que provoquerait l'absence d'information et que les élus demeurent crédibles dans leur exercice représentatif. J'espère que le gouvernement a entendu mon appel
de rechercher une ou plusieurs nouvelles opérations d'acquisition de logements dès le début 2014 pour la période avant 2019, sans attendre la commission de livraison des logements de la Tour Odéon, car on ne peut se permettre de perdre une année. Ce point fondamental de divergence m'amène à vous préciser que votre position conditionnera mon prochain vote, car si l'objectif n'est pas atteint, je ne serai pas aussi conciliant que cette année. Dans votre exposé de réponse au Conseil national, j'ai noté bon nombre d'éléments positifs sur lesquels vous vous êtes engagé et dont certains n'étaient pas acquis seulement quelques semaines plus tôt. Face à cette démarche positive et votre volonté d'ouverture, je me dois de voter ce budget, mais avec les mêmes inquiétudes et réserves que mes collègues sur les sujets qui relèvent encore du virtuel, alors que nous serons présentés au vote des postes budgétaires et des lois de désaffectation. Ceux qui s'abstiennent ou qui ne votent pas ce budget méritent toute l'attention qui s'impose pour l'avenir en raison de divergences qui persistent. À ces veilles de fête, j'essaie de relativiser les divergences, car je me dis, quel est le pays qui peut actuellement parvenir à une telle qualité budgétaire? Comme vous tous, je vois autour de nous la souffrance, la misère et les affrontements dans ce monde. À Monaco, tout le monde a un toit et a de quoi se nourrir. Dans notre pays voisin, au bord de l'explosion sociale, des milliers de personnes ont manifesté à l'automne avec des bonnets rouges. Alors ce soir, moi aussi, je veux manifester. Manifester avec un bonnet rouge et blanc, la couleur de notre drapeau, pour exprimer, au-delà des débats d'idées et des vives préoccupations permanentes des élus, l'expression de bonheur des Monégasques et des résidents de vivre dans ce pays. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas un cadeau du Père Noël malgré l'apparence. Mesurant la responsabilité et le pouvoir d'un élu, mon vote favorable s'inscrit dans l'espoir et la prospérité pour l'année 2015. Bonne fête à tous. Merci, Monsieur Boisson. La parole est à Madame Fresco. Et après, je n'ai plus de tour de parole, mes chers collègues, pour ceux qui veulent intervenir, s'il vous plaît. Bon, je donnerai la parole au fur et à mesure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues, 3 longues soirées de débats contradictoires, de discussions étaient nécessaires à l'étude de ce budget primitif 2014. Certaines thématiques ont donné lieu à des échanges musclés. Des lignes budgétaires n'ont pas convaincu la majorité, voire pour une de ces lignes, presque l'ensemble du Conseil national, minorité incluse. Je ne reviendrai pas là-dessus, mes collègues l'ont déjà évoqué et je sais que vous les avez entendus. Je préfère me pencher sur les côtés positifs de cette loi budgétaire, les opérations qui m'ont rassurée. L'immeuble domanial Langelin et l'opération Testimoniaux sont déjà une action en faveur du logement. J'espère que le gouvernement continuera à proposer des opérations immobilières. C'est positif pour l'activité économique de Monaco par les effets des investissements et cela rassure nos compatriotes sur ce qui est le socle de la famille, le lieu de vie. J'en profite alors pour encourager le gouvernement à tout faire pour préserver notre cadre de vie, le Monaco où il fait bon vivre, avec toujours les mêmes expectatives quant à la circulation et l'encadrement des travaux. Tout en restant vigilante sur la suite donnée à ce budget que nous aurons l'occasion d'étudier lors du rectificatif, je voterai en faveur de cette loi budgétaire, Monsieur le Ministre, parce que j'ai le sentiment que nos compatriotes sont au cœur de vos préoccupations et que le monégasque, du plus jeune au plus âgé, est toujours soutenu comme il le faut. Je vous remercie. Merci Madame Fresco. Alors, qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Monsieur Barry-Larrault. Monsieur le ministre d'État, Madame le conseiller de gouvernement, Messieurs les conseillers de gouvernement, Monsieur le Président, chers collègues, nous venons de consacrer 19 heures de discussion à l'étude du budget primitif 2014. Chacune et chacun d'entre nous, élus de la Haute Assemblée, aura eu l'opportunité de se faire en conscience une idée précise du programme d'action du gouvernement pour l'année qui s'annonce et va dans quelques minutes, en responsabilité, s'exprimer sur le vote de cette loi de budget. À titre personnel, j'ai apprécié la méthode de dialogue et d'écoute qui a prévalu au cours de ces 3 derniers jours. Je note que le programme d'habitation domaniale Langelin, qui comptera 24 étages, a gagné plus de 20 appartements supplémentaires, ce qui, même si c'est insuffisant, va dans le sens voulu par la majorité d'un plan de construction qui soit à la hauteur des besoins de nos compatriotes.
Je note également que les infrastructures sportives seront finalement bien intégrées, et c'est heureux, dans le futur collège-lycée FANB de Roqueville. Je note encore que le principe d'une école primaire supplémentaire dans le quartier de la Condamine supérieure est acté. Je me réjouis enfin des avancées en matière de culture et de l'amélioration du dialogue avec les dirigeants de la SBM. Hélas, j'avoue que le manque d'ambition du plan global de construction qui permette de répondre aux problèmes du logement des nationaux, le silence surprenant sur le projet d'extension en mer, l'incertitude quant au financement des grands travaux de la SBM et l'absence de détails sur le plan de relance des Jeux qui doit revenir le cœur de métier de cette société et dont l'annonce de l'ouverture d'une école de jeux ne saurait suffire, ou encore le long débat quasi philosophique sur la gratuité de la carte de bus scolaire me laisse sur ma faim. Il n'échappera à personne ici que la particularité de la loi que nous apprêtons à voter réside dans sa récurrence et sa régularité. En effet, Monsieur le ministre, le calendrier budgétaire nous remettra forcément les uns en face des autres. L'esprit de volonté que le gouvernement souhaite montrer ne suffira plus, j'en ai peur, et l'adage qui précise que c'est l'intention qui compte ne pourra plus prévaloir. J'ai toujours affirmé que je souhaitais que le vote de ce premier budget de la nouvelle législature m'engage franchement dans un sens ou dans un autre. C'est pourquoi, au regard de ce que je viens d'énoncer, mais sans vouloir oublier les réserves émises, je voterai en faveur de cette loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barilaro. Messieurs Ritt, Alavena, Pasquier, Clérici et Svara n'ont pas demandé la parole, donc Monsieur Ritt. Chaque crise qui secoue le monde par un puissant effet de contraste fait croître la valeur intrinsèque du vivre à Monaco, bien plus vite que celle déjà très honorable du mètre carré de territoire. Être monégasque est ainsi un privilège exceptionnel et singulier. J'estime que ce pays nous offre un autre privilège précieux. La notion même de doctrine politique y est conceptuellement vide de sens, épargnant ainsi à celui qui entre en politique le risque d'être exposé aux effets délétères de ces principes d'encéphale collectif. Ayant personnellement choisi la position d'indépendant, je considère que mon intégration au groupe Horizon Monaco a donné un vrai sens à ce choix. Loin de la pensée unique et des consignes de vote chères aux groupes politiques de type vermiforme, c'est comme un des 20 composants d'un groupe majoritaire de la classe des vertébrés que je m'exprimerai sur ce budget. Aujourd'hui, en effet, après 3 jours de débat, dont la matière fut riche, 24 élus se déterminent par leur vote sur le budget primitif 2014. Dans nos institutions, la langue du vote budgétaire, binaire et sans nuance, s'écrit avec 2 mots et un point d'interrogation. La liesse des festivités qui vont incessamment clôturer cette année calendaire ne saurait, si j'approuvais ce budget, chasser de mon esprit les angoissantes incertitudes de l'urbanisation en mer. Lorsque le brouillard est trop dense, même les marins aguerris ont du mal à distinguer l'île prodigue du récif dangereux. Et, Monsieur le ministre, lorsqu'il s'agit de la prévisible période difficile des années 14-18 en matière de logement domanial, la bonne solution que vous évoquez, celle de quelques opérations de petite taille, perd pour moi son pesant d'espoir lorsque vous nous dites que nous avons l'année 2014 pour y réfléchir. Le point d'interrogation du langage budgétaire, l'abstention, exprime autant d'espoir que de doute. Je ne doute pas, Monsieur le ministre, de votre volonté exprimée pendant les débats budgétaires d'avancer sur le thème de l'information en amont des élus. Mais un instinct fondé sur l'histoire de nos institutions me fait craindre que ces déclarations à mots feutrés ne se mettent en hibernation à la faveur du long hiver à venir. Et j'attends la mise à l'épreuve concrète de ce principe d'information d'amont lors de notre calendrier de rencontres du premier trimestre 2014, car je ne me reconnais pas le droit de faire éternellement crédit en puisant dans le capital confiance qui m'a été prêté par les Monégasques aux dernières élections. À défaut d'exprimer ma conclusion par un soupir, je ne dispose plus que d'un mot. Et ce non n'est pas de ma part une porte qui se ferme. Ce non représente toute l'importance que j'attache, dans un scrupuleux respect des termes de notre Constitution, à une modernisation des mécanismes institutionnels d'information du Conseil national, en particulier sur des sujets qu'il serait coupable d'accepter de traiter dans l'urgence, cette urgence qui, faute de penser à l'avenir, peut contribuer à le détruire. Je voterai contre ce budget. Merci, Monsieur Ritt. La parole est à Monsieur Pasquier. Merci, Monsieur le Président. J'ai dit que je déciderais de mon vote sur le contenu de ce budget, mais aussi sur ce qu'il ne contient pas, ce budget. Un budget étant censé refléter la politique économique du pays. Sur son contenu, je suis plutôt satisfait. Les grands équilibres sont respectés et il serait surprenant que ce budget 2014 ne soit pas en excédent
comme le sera d'ailleurs le budget 2013 à la clôture. Mes félicitations au gouvernement, donc. Sur ce qu'il ne contient pas, ce budget, c'est une toute autre histoire. Sur la SBM, nous avançons à une allure d'escargot, et j'attends toujours que le gouvernement, comme actionnaire majoritaire, présente sa vision stratégique pour le futur de cette société. Mais je ne vous en veux pas, Monsieur le ministre, car je ne crois pas que le gouvernement soit vraiment au cœur du processus de décision, ce que je déplore. Sur l'extension en mer, les réponses aux nombreuses questions des élus ont été éludées avec beaucoup d'habileté, mais sans me convaincre le moins du monde que nous soyons sur la bonne route. Je crois d'ailleurs que les élus se sont abstenus quasi unanimement sur ce chapitre. Sur les acquisitions qui doivent permettre de réaliser notre politique de logement pour les Monégasques, la ligne budgétaire est presque à zéro. À mes questions sur ce sujet, le gouvernement a répondu par un silence retentissant. Comme le gouvernement affirmait être en faveur d'une politique de remembrement plus active, je ne puis que conclure qu'il continuera à piocher allègrement dans le fonds de réserve pour financer ces acquisitions, au mépris de notre Constitution, puisque ce sont clairement des dépenses publiques. Une lueur d'espoir était pourtant née quand le gouvernement a admis que la vente des actions de la SBM au FRC pour 20 millions d'euros était une solution préférable à celle d'utiliser directement le FRC. Du window dressing, certes, mais au moins le Conseil national est consulté, ce qui semble la moindre des choses. Car j'ai bien écouté les arguments du gouvernement sur la nécessité de présenter des budgets en excédent ou en léger déficit pour rester attractifs. Mais à quel prix? Pas au prix du mensonge en ce qui me concerne. Croyez-vous vraiment que les investisseurs ne comprennent pas qu'un petit pays comme le nôtre puisse, d'une manière ponctuelle et non pas structurelle, avoir des déficits pour financer des infrastructures publiques d'envergure? Moi, si. Je pense au contraire que ces jeux de cache-cache comptable ne font que rendre les investisseurs nerveux. S'ils cachent le déficit, que cachent-ils encore? Monaco est-il un État de droit? Pouvons-nous leur confier notre argent? J'ai l'impression d'assister à un film que j'ai déjà vu. Quelques mois avant de se lancer dans un grand projet immobilier privé, financé exclusivement par le FRC, j'avais entendu les mêmes arguments de la part du gouvernement de l'époque. Le Conseil national avait été piétiné. Revenons à la SBM et l'extension en mer, toutes deux absentes de ce projet. Je ne peux pas voter ce budget, Monsieur le ministre. Je voterai contre ce primitif. Je vous remercie. Merci, Monsieur Svara. La parole est... Pardon, Monsieur Pasquier, la parole est à Monsieur Svara. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, tout ou presque a déjà été dit. C'est l'inconvénient de faire son explication de vote après tous ses collègues. Je serai donc bref. Le budget qui nous a été présenté par le gouvernement mérite un satisfecit. Recette record, même si 20 millions d'euros directement imputables au transfert des actions de la SBM du budget au FRC représentait hier une opération exceptionnelle qui n'en est plus une aujourd'hui et devient une opération récurrente. Dépenses records traduisant la volonté du gouvernement de soutenir l'économie et d'apporter une aide nécessaire à tous ces acteurs. En agissant de la sorte, la principauté prépare aujourd'hui de manière constructive la prospérité de demain. À ce sujet, je me félicite de l'initiative prise par le président du Conseil national de nous faire voter la section 7 des grands travaux, qui représente tout de même près d'un tiers des dépenses, juste après le chapitre des recettes, et non plus en urgence, éreinté après 3 soirées de débat, et tout cela dans un laps de temps beaucoup trop contraignant. Certes, tout a déjà été dit sur les logements des Monégasques, l'extension en mer, l'incertitude sur le nouveau yacht club, le tunnel descendant et bien d'autres sujets. Je voudrais revenir sur les échanges qui ont eu lieu au cours des débats sur le fonds de réserve constitutionnelle entre le gouvernement et la Haute Assemblée. Je les ai trouvés apaisés et particulièrement constructifs. Vous nous avez entendus lorsque je parlais des performances du fonds de réserve, des coûts des frais de gestion, des coûts de transaction, de la manière d'améliorer les performances du fonds sans prendre de risques de mesurer, de confier la gestion du FRC à un groupe de gérants professionnels, expérimentés, placés sous la tutelle du conseiller pour les finances, un groupe dédié. Vous nous avez entendus, certes. Je ne crois pas que vous nous avez écoutés. Pas encore. Mais je suis très patient et je reste fondamentalement optimiste. Mais alors, me direz-vous, pourquoi cet optimisme qui frise la béatitude? Eh bien, il me vient en tête un exemple de patience, de concertation et d'échange qui a abouti à un résultat exceptionnel. Il aura en effet fallu attendre 5 années
2 ministres d'État, 4 conseillers pour les finances, 5 budgets primitifs, 5 budgets rectificatifs et plus de 50 commissions plénières d'études pour vous convaincre de transformer des appartements domaniaux situés en rez-de-chaussée en locaux à usage professionnel. Et pour cela, je remercie le gouvernement. Vous voyez, Monsieur le ministre, la patience est mère de toutes les vertus. Je voterai ce budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur Svara. La parole est à Monsieur Alavena. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, je vous avais dit lundi que ce budget primitif, sans véritable ambition, ne me passionnait pas et que je me déterminerais selon vos réponses sur 2 ou 3 sujets fondamentaux et selon la qualité du dialogue que nous parviendrions à établir. S'agissant du dialogue, je pense sincèrement que nous sommes sur la bonne voie. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais rien à voir avec nos 6 premiers mois, BR inclus. Je pense que vous commencez à comprendre la vraie démarche de cette majorité et j'espère que les 4 années qui vont suivre seront placées dans cette continuité. S'agissant des sujets fondamentaux, j'en ai retenu 3, comme la plupart de mes collègues. Commençons par l'extension en mer. Clairement, je ne peux pas accepter vos explications, Monsieur le ministre. J'ai même l'impression que vous-même, vous n'êtes pas convaincu par ce que vous nous expliquez, comme s'il s'agissait d'une version officielle que vous deviez défendre, alors que vous avez une vérité différente. Je ne veux pas vous faire de faux procès, c'est juste mon impression. J'espère qu'elle est fausse, mais quelque part, si elle est fausse, c'est encore pire. Nous étions juste au large, entrons dans le port, passons par l'avant-port, découvrons le yacht club. Là aussi, Monsieur le ministre, je suis plus que surpris. Vous avez face à vous un Conseil national qui aime ce projet, qui est convaincu qu'il peut être un magnifique outil pour Monaco, qui est prêt à entendre et à comprendre que son fonctionnement va avoir un prix. Que vous ne soyez pas en mesure de nous fixer ce prix aujourd'hui, nous l'acceptons tous, nous sommes prêts à attendre le BR. Mais quand vous nous dites que vous n'avez aucun élément sur ce que le Yacht Club entend faire pour développer cet outil, et en conséquence aucun business plan, même contestable, là, j'ai du mal à vous croire. Ce n'est pas dans vos méthodes, alors que vous êtes si méticuleux sur d'autres projets. Et puis enfin, le logement, oui, moi aussi. J'ai entendu les confirmations que vous avez annoncées sur l'Angelin, sur Testimonio. Sans mauvaise foi, pour moi, c'était acté depuis quelques semaines. J'ai entendu votre rejet d'un autre projet. J'ai entendu votre proposition de réfléchir à des projets plus petits. C'est une bonne piste, c'est mieux que rien. C'est même compréhensible pour un gouvernement qui ne croit pas réellement à la pénurie. Mais pour nous et pour les Monégasques, c'est insuffisant. Je dois dire que je suis aussi un peu déçu sur notre approche un peu attentiste, la nôtre. Déçu que certains pensent que le problème du logement, c'est juste celui de l'UP et du docteur Kuki. Et je suis convaincu que si on s'était montré un peu plus ferme et un peu plus convaincant, ces projets auraient été annoncés maintenant, donc livrés sous 2 à 3 ans. On perd du temps. Il y a 2 mois, je m'étais abstenu sur le vote du budget rectificatif. C'était une abstention très négative. Disons que je n'avais pas osé voter non pour mon premier budget. Ce soir, c'est un oui mais giscardien qui traduirait assez bien mon état d'esprit. Mais ce bulletin-là n'existe pas et les 3 points ci-dessus m'empêchent un peu de gommer le mais. C'est donc à nouveau une abstention que je choisis, mais dans un esprit bien différent, vous l'avez compris. Merci. Merci, Monsieur Lavena. La parole est à Monsieur Clérici. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, je prends en compte vos bonnes dispositions dans la plupart des domaines ces jours-ci, et bien évidemment dans ceux qui me concernent tout particulièrement, le commerce, les entreprises et l'industrie, qui totalisent à l'évidence l'ensemble des rentrées de TVA, de l'impôt sur les bénéfices et, partant, alimentent l'essentiel des recettes de ce budget primitif. Les problèmes sont nombreux et difficiles à résoudre. Je n'y reviendrai pas ici, car nous en avons discuté tout au long de ces débats budgétaires. Mais juste à titre d'exemple, et c'est un signe fort, vous avez ouvert la porte, Monsieur le Ministre, à la création d'un observatoire du commerce. Or, la mise en place de cet organe, demandée par l'ensemble des responsables de ce secteur, me paraît répondre à une impérieuse nécessité pour ne plus reproduire les erreurs passées en la matière. Je vous fais donc confiance pour la suite de la législature, afin que nous continuions à travailler en bonne intelligence. Rien n'est simple et en matière de logement, encore moins qu'ailleurs. Le manichéisme n'étant pas ma tasse de thé, je trouve souvent l'argument de nos adversaires recevable. Ce n'est certes pas idéal en politique, mais cet état d'esprit me permet de raisonner en essayant de prendre en compte tous les paramètres
et ensuite de réaliser une synthèse. Si le logement des Monégasques, à juste titre, compte tenu précisément du peu d'efficacité de la fin de législature précédente sur ce sujet capital, a été au cœur des préoccupations des élus de la majorité, il convient de revenir à l'origine de ce qui a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Après l'abandon du projet Vasconi, du nom de l'architecte choisi pour réaliser les travaux du futur CHPG, le gouvernement avait étudié l'opportunité et s'était réservé la possibilité de déplacer le nouveau bâtiment à l'ouest des délaissés, ou à l'Annonciade 2, ou encore à Testimonio, enfin, éventuellement, de le reconstruire in situ. Ce dispositif, là encore, inutile d'expliciter, sonnait par là même le glas du projet Agave 2, qui aurait permis de loger à l'heure qu'il est 120 foyers monégasques supplémentaires, nous impliquait à contre-cœur dans l'opération Tamaris en remplacement d'urgence, figeait à jamais le positionnement du futur hôpital et gelait, sine die, le projet de Testimonio. Malgré les raisons invoquées, les explications données et l'honnêteté intellectuelle des membres du gouvernement, je m'étais à l'époque inscrit en faux contre cette volte-face de l'exécutif, car il me paraissait évident, pour diverses raisons tenant à la topographie et à la localisation des différents sites, que le nouvel hôpital, in fine, serait reconstruit in situ. Inévitablement, quand on se tire une balle dans le pied, il y a de fortes chances que l'on boite ensuite pendant très longtemps. À ce jour, nous avons encore du mal à marcher, bien que le gouvernement nous ait fourni de très utiles béquilles, avec l'opération L'Angelin qui devrait être lieu en 2018, date confirmée ici même par Madame le conseiller pour l'équipement et l'urbanisme, et qui permettra de loger 130 foyers monégasques. En parallèle, le gouvernement continue de nous soigner en explorant différentes pistes destinées à pallier le déficit en nombre d'appartements domaniaux, et ce, à ma grande satisfaction. Je suis donc plutôt satisfait des conclusions de nos échanges lors de ces débats budgétaires, et c'est sans état d'âme que je voterai en faveur de cette loi de budget. Je vous remercie. Désolé pour le temps dépassé. Merci, Monsieur Clérici. La parole est au vice-président, Monsieur Stener. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, toutes les sociétés sont pauvres et ont à résoudre un problème que nous appelons un problème économique. Ce qui ne signifie pas que toutes les sociétés ont conscience du problème économique, c'est-à-dire de l'administration rationnelle des moyens rares. Cette phrase extraite du livre de Raymond Aron, 18 leçons sur la société industrielle, pourrait résumer les inscriptions budgétaires de ce budget primitif. Pendant 3 soirs, chacun a pu s'exprimer sur les sujets qui le préoccupaient. Les miennes sont résumées dans l'introduction de mon intervention et vous aurez compris sans aucun doute l'idée sous-jacente qu'elle exprime. Ce budget n'est pas parfait et si beaucoup de questions sont restées sans réponse, nous pouvons dire à l'inverse que beaucoup de réponses sont restées sans question. Mais l'observateur averti aura pu observer que les silences du gouvernement sur certains points étaient beaucoup plus éloquents que bien des réponses fournies. Et si certaines techniques budgétaires utilisées peuvent étonner sans surprendre, elles peuvent exceptionnellement être acceptées dans le but d'un plus grand bien, à la condition expresse qu'elles soient expliquées et clarifiées. Ne voulant pas aborder ce budget d'un point de vue agnostique, Monsieur le ministre d'État, je le considérerai, pour reprendre la formule d'un de vos prédécesseurs, comme le pari de Pascal. Cette considération sous-tend un certain optimisme. Aussi ne m'étendrai-je pas sur les traditionnelles évocations d'un vote sous condition qui engagerait déjà l'examen du budget rectificatif 2014. Je conclurai simplement mon intervention par un autre extrait du même livre de Raymond Aron. Je suis optimiste, mais sous bénéfice d'inventaire. Je voterai donc ce budget, et sur un plan tout à fait personnel, et j'adresse, qui n'a rien à voir avec le budget, j'adresse une pensée amicale à son Excellence, M. Jacques Boisson. Merci, M. Stener. Merci, chers collègues, de toutes vos interventions. Je vais moi-même vous donner un certain nombre d'informations et d'idées dans mon propos. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, les débats qui se sont déroulés depuis lundi dans cette enceinte ont été longs et constructifs avec le gouvernement et ont permis aux élus présents de poser les vraies questions, comme nous le souhaitions, sur les sujets essentiels qui intéressent la principauté et nos compatriotes.
la Haute Assemblée est redevenue à cette occasion l'enceinte politique qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Les Monégasques ont décidé il y a 9 mois de nous envoyer les représenter majoritairement. Ce choix s'impose à tous, c'est un fait. Il doit donc être respecté et ce choix nous oblige ici, tous et chacun. Depuis notre arrivée, les méthodes de travail demandées par la Haute Assemblée avec le gouvernement ont évolué dans un sens qui nous permet aujourd'hui de constater le travail effectué en commun et les résultats obtenus pour le bien des compatriotes. Le budget primitif 2014 n'est qu'une étape essentielle dans le partenariat que nous souhaitons mettre en place avec le gouvernement. Ce budget nous contraint, vous, Monsieur le ministre, par vos engagements publics, et nous, sur le plan de la responsabilité politique, à garantir notre collaboration en l'inscrivant dans le temps de cette législature. Le principe de l'information préalable en amont progresse, en ce que les élus ont le sentiment d'être mieux respectés qu'auparavant. Il reste néanmoins des positions de fond où nous divergeons, Monsieur le ministre, dont celle centrale dans la méthode choisie par le gouvernement pour le projet de l'extension en mer. La réunion du mois de janvier prévue à cet effet aura l'ardente obligation de clarifier les choix par des informations tangibles et des perspectives précises qu'attendent les élus sur ce sujet d'importance nationale. En effet, cette décision d'extension territoriale de la plus haute autorité, que le Conseil national salue et soutient, doit, selon nous, être assortie d'éléments précis auxquels les conseillers nationaux ont droit, tout simplement. Nous sommes sur ce nouveau défi partie prenante, car la Constitution, d'une part, dans son article 33, le prévoit pour désaffecter une partie du domaine public maritime, et d'autre part, au travers des lois de budget qui auront tout naturellement à se prononcer sur les dépenses engagées, ce qui est déjà le cas avec une ligne à ce budget 2014 de près de 4 millions d'euros, ligne où les élus, toutes tendances confondues, se sont abstenus. Ce signe fort, Monsieur le ministre, je vous demande de l'écouter avec tout le soin qu'il mérite. Nous aurons tout le loisir de voir si nous sommes entendus au mois de janvier et dans les mois qui viennent, dans le cadre de cette réunion et particulièrement des conditions de l'extension en mer. Le Conseil national va vous faire crédit ce soir également sur le sujet fondamental du logement des Monégasques. Ce crédit, il est encadré, il sera conditionné strictement au suivi et à la fiabilité de vos engagements publics et de ceux qui ont été donnés par vous-même, effectivement, pendant ce débat. Nous avons pris acte de l'extension du nouveau programme domanial Angelin de près de 20%, près de 140 logements à livrer avant fin 2018. C'est un engagement fort qui correspond à ce que nous avions défendu et demandé pendant la campagne électorale. Nous avons aussi salué votre accord de principe à travers une ou deux opérations domaniales ou mixtes de plus petite taille, plus humaines et adaptées à certains quartiers traditionnels. Et ce, assez rapidement, à la suite de votre constat public, où pour la première fois, en plein accord avec nous, vous avez reconnu que nous aurons à faire face à un manque de logements neufs de 2015 à 2018. Tout désormais dans cette approche repose sur votre capacité à honorer vos engagements pour le Conseil national. C'est la crédibilité du gouvernement qui, en quelque sorte, est en cause dans le cadre des rapports que nous entretenons. Dans cette perspective, nous souhaitons concomitamment agir pour la modification des critères d'attribution, pour la création d'un fonds à la mobilité du parc domanial dont j'attends que vous nous présentiez les modalités couplées à l'accélération de la rénovation des appartements de restitution du parc domanial. La Commission des logements aura à vos côtés la lourde tâche de préparer au mieux la commission d'attribution de la Tour Odéon avec la problématique des charges, des loyers et donc de la capacité des familles monégasques à souscrire ou pas des contrats habitation-capitalisation.
Je ne reviendrai pas sur vos déclarations sur la restructuration du quartier autour de la Villa Aïda, qui vont totalement dans ce que nous n'avons cessé de demander depuis 6 mois. Il faut ensemble relever le défi de la transformation de cet ensemble urbain au profit des Monégasques, des enfants du pays et des équipements publics avec une école primaire. Les mois qui arrivent, s'ils seront plus calmes sur le plan budgétaire, nous obligent ensemble à traiter les bases des sujets politiques majeurs, outre le logement dont je viens de parler. En effet, le rôle de contrepoint institutionnel voulu par cette majorité, qui est en train progressivement de produire ses effets, devra s'illustrer également sur les enjeux liés aux lois de désaffectation stratégique, qu'il s'agisse de l'ASBM ou d'opérations privées. Pour l'ASBM, cette fin d'hiver sera indubitablement marquée par des débats portant sur les arbitrages qui nous seront présentés concernant les modalités de financement de l'opération immobilière de la place du Casino et plus particulièrement sur l'augmentation de capital projetée. Le Conseil national s'est déterminé précisément sur ce point. Dans cette optique, les commissions tripartites et le futur projet de loi sont les structures institutionnelles incontournables pour que soit respecté le Conseil national dans ses prérogatives pleines et entières. Mais l'activité de la représentation nationale ne s'arrête pas ce soir. Nos priorités pour les mois qui viennent vont porter sur les textes de loi, qu'il s'agisse du handicap, du texte sur les fonctionnaires et les agents de l'État, sur les dispositions visant à moderniser le droit économique de la principauté et bien sûr sur la loi cadre portant sur l'organisation du Conseil national et la mise à jour de notre règlement intérieur. Sans compter les propositions de loi en cours qui seront déposées au printemps, notamment celle sur le prêt étudiant qui tient extrêmement à cœur de la majorité, n'est-ce pas, Monsieur Burini, et également la proposition sur les family office, élément important pour l'attractivité de la place de Monaco. Le Conseil national est plus que jamais au travail. Les bases de ce partenariat institutionnel que nous venons de poser depuis plusieurs mois reposent désormais, Monsieur le ministre, sur des éléments de confiance et de respect de l'autre. Ils doivent se placer sur une réciprocité de loyauté entre le gouvernement que vous dirigez et le Conseil national dont j'ai la charge. Nous sommes désormais comptables publiquement de nos prises de position et c'est à ce prix que nous démontrerons, vous et nous, notre capacité à faire avancer la principauté dans le cadre des directives fixées par la plus haute autorité. Nous avons, nous, des comptes à rendre, politiques, aux Monégasques, mais nous leur devons également et surtout une obligation de résultat sur les engagements que nous avons pris envers eux et sur lesquels ils nous ont fait confiance. Nous devons faire en sorte que dans le cadre strict de nos textes fondateurs, nous parvenions à ce point d'équilibre politique que tout le monde attend et qui a permis à Monaco de traverser les crises financières et économiques en raison de la stabilité politique de notre système que nous devons jalousement conserver et entretenir. Quant aux conseillers nationaux, le mandat d'élu nous oblige à respecter le vote des Monégasques. Ce vote doit être notre fil conducteur dans notre action de tous les jours, fidèle au projet que nous avons porté ensemble. Ce budget primitif n'est qu'une étape, un budget de transition pour le Conseil national, car nous devons nous inscrire sereinement dans les enjeux qui nous attendent dans les mois qui viennent et qui seront nombreux. Le Conseil national y est prêt. Enfin, Monsieur le ministre, cette majorité ce soir vous fait confiance. Ne la décevez pas. Nous avons obtenu indiscutablement par notre détermination des avancées notables et constatées par tous en 9 mois. Nous faisons ce pas vers vous car nous sommes des élus animés par le bon sens et surtout objectifs. Nous ne sommes pas dogmatiques, nous sommes fermes et pragmatiques. C'est aussi la marque de ce premier budget primitif de la mandature. Cet engagement collectif et personnel, il a d'autant plus d'importance aujourd'hui qu'il est assorti de conditions raisonnables de notre part et parfaitement réalisable, ce que vous avez d'ailleurs reconnu depuis 3 jours. Alors ce soir, à l'aube d'une nouvelle année et alors que se referme cette session budgétaire, je forme le vœu que le début de ce partenariat institutionnel de cette législature, fruit d'une nouvelle approche de travail, puisse trouver
son aboutissement dans la réalisation des demandes justifiées et politiquement acceptables posées par la Haute Assemblée. Je voterai ce budget. Je vous remercie. Monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez dire un mot? Après le vote. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous allons donc à présent passer au vote de la loi de budget, article par article, et après mettre l'ensemble de la loi au vote. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Article 1er. Les recettes affectées au budget de l'exercice 2014 sont évaluées à la somme globale de 950 939 900 €, état A. Je mets cet article 1 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, Robillon, Grinda, Monsieur Ritt. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Crovetto, Monsieur Poirier, Monsieur Cuqui, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau. Qui vote pour? Je vous demande de lever la main pour le PV, s'il vous plaît. Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rouguignon, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Article 2. Les crédits ouverts pour les dépenses du budget de l'exercice 2014 sont fixés globalement à la somme maximum de 973 603 800 €, se répartissant en 711 880 100 € pour les dépenses ordinaires, état B, et 261 723 700 € pour les dépenses d'équipement et d'investissement, état C. Merci. Je mets cet article 2 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Ritt. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Crovetto, Monsieur Poirier, Monsieur Cuqui, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau. Pour ceux qui votent pour, je vous demande de lever la main également. Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rouguignon-Vernin, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Article 3. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor sont évaluées à la somme globale de 53 420 600 €, état D. Je mets cet article 3 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Ritt. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Crovetto, Monsieur Poirier, Monsieur Cuqui, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau. Qui vote pour? Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rouguignon, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Article 4. Les crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2014 sont fixés globalement à la somme maximum de 56 697 500 €, état D. Merci. Je mets cet article 4 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Ritt. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Crovetto, Monsieur Poirier, Monsieur Cuqui, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau. Qui vote pour? Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rouguignon-Vernin, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Madame Alavena, pardon, Madame Lavagna, excusez-moi, vous êtes tout à côté. Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Article 5. Est adopté le programme d'équipement public annexé au document du budget, arrêtant les opérations en capital à réaliser au cours des 3 années à venir. Je mets cet article 5 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Ritt. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Crovetto, Monsieur Poirier, Monsieur Cuqui, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau. Qui vote pour? Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rouguignon-Vernin, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Je mets à présent l'ensemble du projet de loi portant fixation du budget général primitif de l'exercice 2014 aux voix. Y a-t-il des avis contraires?
Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Ritt. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Crovetto, Monsieur Poirier, Monsieur Cuqui, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau. Qui vote pour? Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rouguignon-Vernin, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Zvara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Mes chers collègues, nous voici effectivement, avant de clore cette séance, en cette fin d'année, traditionnellement, je voudrais, avant de donner la parole à Monsieur le ministre, à moins que vous souhaitiez la prendre avant moi, je vous en prie, puisque je dois clôturer le... Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais dire à chacune et à chacun d'entre vous les remerciements du gouvernement pour la qualité des échanges qui ont eu lieu pendant ces 19 heures de débat. Le gouvernement s'est efforcé de répondre à vos questions, de réfléchir avec vous sur des sujets essentiels pour l'avenir de Monaco, à essayer, dans toute la mesure du possible, de vous convaincre des positions quelquefois différentes de celles que vous souhaitiez, qui étaient celles du gouvernement. En tout cas, soyez sûrs que le gouvernement a participé à ces échanges de bonne foi et avec la volonté que ce premier budget marque de bonnes relations constructives entre la Haute Assemblée et le gouvernement dans l'esprit de nos constitutions, de notre Constitution. Je voudrais maintenant m'adresser à celles et à ceux qui ont voté pour le budget, pour les remercier, pour souligner aussi, sans faire d'humour, que sans vote favorable, il n'y a pas de budget et donc il n'y a aucune des lignes du budget qui pourrait se concrétiser, y compris celles qui tiennent le plus à cœur à certains d'entre vous. Sans vote favorable, pas de budget. Donc je remercie sincèrement au nom du gouvernement celles et ceux qui ont voté pour ce budget en pensant que ce budget constituait et allait réaliser des progrès notables pour la principauté au long de l'année 2014. Il est clair aussi, et je terminerai par là, il est clair aussi que ce vote favorable engage le gouvernement, oblige le gouvernement, et je voulais vous le dire en terminant, en vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année et en attendant le plaisir de nous retrouver très fréquemment en janvier pour de multiples réunions. Beaucoup de rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de vos propos. Avant de clore cette séance en cette fin d'année, traditionnellement, j'adresse en notre nom à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur à leurs Altesses Sérénissimes le Prince et la Princesse de Monaco, ainsi qu'à toute la famille princière. Également, Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, je vous présente de la part de l'ensemble des conseillers nationaux nos meilleurs vœux, ainsi que tous les fonctionnaires, les agents de la fonction publique monégasque, pour vous-même et vos familles. Je n'oublie pas, bien évidemment, les enfants du pays, les résidents monégasques de la part de l'ensemble des conseillers nationaux. Et je terminerai effectivement par les monégasques. Les monégasques, et je présente à l'ensemble de nos compatriotes, de la part de tous mes collègues, en mon nom propre, mais pour vous tous, chacun, eh bien, nos vœux respectueux, nos vœux affectueux à l'ensemble de la communauté nationale et de nos compatriotes. Je vous souhaite une très belle année 2014 et je pense que dès à présent, il est temps de clôturer cette séance que je prononce donc la clôture de la seconde session ordinaire de l'année 2013. Je vous remercie.